Chacun et chaque chose à sa place. Un conte de Hans Christian Andersen. Lecture par Christophe Tabar. C'était il y a plus de 100 ans. Il y avait derrière la forêt, près du grand lac, un vieux manoir entouré d'un fossé profond où croissaient des joncs et des roseaux. Tout près du pont qui conduisait à la porte cochère, il y avait un vieux saule qui penchait ses branches au-dessus du fossé. Dans le ravin retentirent soudain le son du cor et le galop des chevaux. La petite gardeuse d'oies se dépêcha de ranger ses oies et de laisser le pont libre à la chasse qui arrivait à toute bride. Ils allaient si vite que la fillette dut rapidement sauter sur une des bornes du pont pour ne pas être renversée. C'était encore une enfant délicate et mince, mais avec une douce expression de visage et 2 yeux clairs ravissants. Le seigneur ne vit pas cela. Dans sa course rapide, il faisait tournoyer la cravache qu'il tenait à la main. Il se donna le brutal plaisir de lui en donner en pleine poitrine un coup qui la renversa. « Chacun à sa place !» cria-t-il. Puis il rit de son action comme d'une chose fort amusante, et les autres rirent également. Toute la société menait un grand vacarme. Les chiens aboyaient et on entendait des bribes d'une vieille chanson. De beaux oiseaux viennent avec le vent. La pauvre gardeuse d'oies versa des larmes en tombant. Elle saisit de la main une des branches pendantes du saule et se tint ainsi suspendue au-dessus du fossé. Quand la chasse fut passée, elle travailla à sortir de là, mais la branche se rompit, et la gardeuse d'oies allait tomber à la renverse dans les roseaux, quand une main robuste la saisit. C'était un cordonnier ambulant qui l'avait aperçu de loin et s'était empressé de venir à son secours. « Chacun à sa place !» dit-il ironiquement après le seigneur, en la déposant sur le chemin. Il remit alors la branche cassée à sa place. À sa place, c'est trop dire. Plus exactement, il la planta dans la terre meuble. « Pousse si tu peux, » lui dit-il, et fournis-leur une bonne flûte aux gens de là-haut. Puis il entra dans le château, mais non dans la grande salle, car il était trop peu de choses pour cela. Il se mêla aux gens de service qui regardèrent ses marchandises et en achetèrent. À l'étage au-dessus, à la table d'honneur, on entendait un vacarme qui devait être du chant, mais les convives ne pouvaient faire mieux. C'étaient des cris et des aboiements. On faisait ripaille. Le vin et la bière coulaient dans les verres et dans les pots. Les chiens de chasse étaient aussi dans la salle. Un jeune homme les embrassa l'un après l'autre, après avoir essuyé la bave de leurs lèvres avec leurs longues oreilles. On fit monter le cordonnier avec ses marchandises, mais seulement pour s'amuser un peu de lui. Le vin avait tourné les têtes. On offrit au malheureux de boire du vin dans un bas. « Presse-toi » lui cria-t-on. C'était si drôle qu'on éclata de rire. Puis ce fut le tour des cartes. Troupeaux entiers, fermes, terres étaient mises en jeu. « Chacun à sa place !» s'écria le cordonnier quand il fut sorti de cette Sodome et de cette Gomorrhe, selon ses propres termes. Le grand chemin, voilà ma vraie place. Là-haut, je n'étais pas dans mon assiette. Et la petite gardeuse d'oies lui faisait du sentier un signe d'approbation. Des jours passèrent et des semaines. La branche cassée que le cordonnier avait plantée sur le bord du fossé était fraîche et verte, et à son tour produisait de nouvelles pousses. La petite gardeuse d'oies s'aperçut qu'elle avait pris racine. Elle s'en réjouit extrêmement, car c'était son arbre, lui semblait-il. Et si la branche poussait bien, au château, en revanche, tout allait de mal en pis, à cause du jeu et des festins. Ce sont là 2 mauvais bateaux sur lesquels il ne vaut rien de s'embarquer. 10 ans ne s'étaient point écoulés que le seigneur dut quitter le château pour aller mendier avec un bâton et une besace. La propriété fut achetée par un riche cordonnier, celui justement que l'on avait raillé et bafoué, et à qui on avait offert du vin dans un bas. La probité et l'activité sont de bons auxiliaires. Du cordonnier, ils firent le maître du château, mais à partir de ce moment, on n'y joua plus aux cartes. « C'est une mauvaise invention, disait le maître. Elle date du jour où le diable vit la Bible. Il voulut faire quelque chose de semblable et inventa le jeu de cartes. Le nouveau maître se maria. Et avec qui? Avec la petite gardeuse d'oies qui était toujours demeurée gentille, humble et bonne. Dans ses nouveaux habits, elle paraissait aussi élégante que si elle était née de hautes conditions. Comment tout cela arriva-t-il? Ah,
C'est un peu long à raconter, mais cela eut lieu, et encore, le plus important nous reste à venir. On menait une vie très agréable au vieux manoir. La mère s'occupait elle-même du ménage, le père prenait sur lui toutes les affaires du dehors. C'était une vraie bénédiction, car là où il y a déjà du bien-être, tout changement ne fait qu'en apporter un peu plus. Le vieux château fut nettoyé et repeint. On cura les fossés, on planta des arbres fruitiers. Tout prit une mine attrayante. Le plancher lui-même était brillant comme du cuivre poli. Pendant les longs soirs d'hiver, la maîtresse de la maison restait assise dans la grande salle avec toutes ses servantes, et elle filait de la laine et du lin. Chaque dimanche soir, on lisait tout haut un passage de la Bible. C'était le conseiller de justice qui lisait. Et le conseiller n'était autre que le cordonnier colporteur, élu à cette dignité sur ses vieux jours. Les enfants grandissaient, car il leur était né des enfants. S'ils n'avaient pas tous des dispositions remarquables, comme cela arrive dans chaque famille, du moins tous avaient reçu une excellente éducation. Le saule, lui, était devenu un arbre magnifique qui grandissait libre et non taillé. C'est notre arbre généalogique, disaient les vieux maîtres. Il faut l'honorer et le vénérer, enfant. Et même les moins bien doués comprenaient un tel conseil. 100 années passèrent. C'était de nos jours, le lac était devenu un marécage. Le vieux château était en ruine. On ne voyait là qu'un petit abreuvoir ovale et un coin des fondations à côté. C'était ce qui restait des profonds fossés de jadis. Il y avait là aussi un vieil et bel arbre qui laissait tomber ses branches. C'était l'arbre généalogique. On sait combien un saule est superbe quand on le laisse croître à sa guise. Il était bien arrongé au milieu du tronc, de la racine jusqu'au faîte. Les orages l'avaient bien un peu abîmé, mais il tenait toujours. Et dans les fentes où le vent avait apporté de la terre, poussaient du gazon et des fleurs. Tout en haut du tronc, là où les grandes branches prenaient naissance, il y avait tout un petit jardin avec des framboisiers et des aubépines. Un petit arbousier même avait poussé, mince et élancé, sur le vieil arbre qui se reflétait dans l'eau noire de l'abreuvoir. Un petit sentier abandonné traversait la cour tout près de là. Le nouveau manoir était sur le haut de la colline, près de la forêt. On avait de là une vue superbe. La demeure était grande et magnifique, avec des vitres si claires qu'on pouvait croire qu'il n'y en avait pas. Rien n'était en discordance. Tout à sa place était toujours le mot d'ordre. C'est pourquoi tous les tableaux qui jadis avaient eu la place d'honneur dans le vieux manoir étaient suspendus maintenant dans un corridor. N'était-ce pas des croûtes, à commencer par 2 vieux portraits représentant l'un un homme en habit rouge coiffé d'une perruque, l'autre une dame poudrée, les cheveux relevés, une rose à la main. Une grande couronne de feuilles de saule les entourait. Il y avait de grands trous ronds dans la toile. Ils avaient été faits par les jeunes barons, qui, tirant à la carabine, prenaient pour cible les 2 pauvres vieux, le conseiller de justice et sa femme, les 2 ancêtres de la maison. Le fils du pasteur était précepteur au château. Il mena un jour les petits barons et leur sœur aînée, qui venaient d'être confirmés, par le petit sentier qui conduisait au vieux saule. Quand on fut au pied de l'arbre, le plus jeune des barons voulut se tailler une flûte, comme il l'avait déjà fait avec d'autres saules, et le précepteur arracha une branche. « Oh, ne faites pas cela !» s'écria, mais trop tard, la petite fille. « C'est notre illustre vieux saule, je l'aime tant. On se moque de moi pour cela à la maison, mais cela m'est égal. Il y a une légende sur le vieil arbre. » Elle conta alors tout ce que nous venons de dire au sujet de l'arbre, du vieux château, de la gardeuse d'oie et du colporteur dont la famille illustre et la jeune baronne elle-même descendaient. Ces braves gens ne voulaient pas se laisser anoblir, dit-elle. Chacun et chaque chose à sa place était leur devise. L'argent ne leur semblait pas un titre suffisant pour qu'on les élevât au-dessus de leur rang. Ce fut leur fils, mon grand-père, qui devint baron. Il avait de grandes connaissances et était très considéré et très aimé du prince et de la princesse qu'il invitait à toutes leurs fêtes. C'était lui que la famille révérait le plus. Mais je ne sais pourquoi, il y a en moi quelque chose qui m'attire surtout vers les 2 ancêtres. Ils devaient être si affables dans leur vieux château, où la maîtresse de la maison filait assise au milieu de ses servantes, et où le maître lisait la Bible tout haut. Le précepteur prit la parole. « Il est à la mode, dit-il, chez nombre de poètes,
de dénigrer les nobles en disant que c'est chez les pauvres, et de plus en plus, à mesure qu'on descend dans la société, que brille la vraie noblesse. Ce n'est pas de mon avis. C'est chez les plus nobles qu'on trouve les plus nobles traits. Ma mère m'en a conté un, et je pourrais en ajouter plusieurs. Elle faisait visite dans une des premières maisons de la ville où ma grand-mère avait, je crois, été gouvernante de la maîtresse de la maison. Elle causait dans le salon avec le vieux maître, un homme de la plus haute noblesse. Il aperçut dans la cour une vieille femme qui venait, appuyée sur des béquilles. Chaque semaine on lui donnait quelques shillings. La pauvre vieille, elle a bien du mal à marcher, dit-il. Et avant que ma mère s'en fût rendu compte, il était en bas, à la porte. Ainsi, lui, le vieux seigneur octogénaire, sortait pour épargner quelques pas à la vieille et lui remettre ses shillings. Ce n'est qu'un simple trait, mais, comme l'aumône de la veuve, il va droit au cœur et le fait vibrer. C'est ce but que devraient poursuivre les poètes de notre temps. Pourquoi ne chantent-ils pas ce qui est bon et doux, ce qui réconcilie? Mais il est vrai qu'il y a un autre genre de nobles. « Cela sent la roture ici, » disent-ils aux bourgeois. Ces nobles-là, oui, ce sont de faux nobles, et l'on ne peut qu'applaudir à ceux qui les raillent dans leur satire. Ainsi parla le précepteur. C'était un peu long, mais aussi l'enfant avait eu le temps de tailler sa flûte. Il y avait grande réunion au château, hôtes venus de la capitale ou des environs, dames vêtues avec goût ou sans goût. La grande salle était pleine d'invités. Le fils du pasteur se tenait modestement dans un coin. On allait donner un grand concert. Le petit baron avait apporté sa flûte de saule, mais il ne savait pas souffler dedans, ni son père non plus. Il y eut de la musique et du chant. S'y intéressèrent surtout ceux qui exécutèrent. C'était bien assez, du reste. « Mais vous êtes aussi un virtuose, » dit au précepteur un des invités. « Vous jouez de la flûte, vous nous jouerez bien quelque chose. » En même temps, il tendit au précepteur la petite flûte taillée près de l'abreuvoir. Puis il annonça très haut et très distinctement que le précepteur du château allait exécuter un morceau sur la flûte. Le précepteur, comprenant qu'on allait se moquer de lui, ne voulait pas jouer, bien qu'il sût. Mais on le pressa, on le força, et il finit par prendre la flûte et la porter à sa bouche. Le merveilleux instrument. Il émit un son strident comme celui d'une locomotive. On l'entendit dans tout le château et par-delà la forêt. En même temps s'élevait une tempête de vent qui sifflait. « Chacun à sa place !» Le maître de la maison, comme enlevé par le vent, fut transporté à l'étable. Le bouvier fut emmené non dans la grande salle, mais à l'office, au milieu des laquais en livres et d'argent. Ces messieurs furent scandalisés de voir cet intrus s'asseoir à leur table. Dans la grande salle, la petite baronne s'envola à la place d'honneur, où elle était digne de s'asseoir. Le fils du pasteur prit place près d'elle. Tous deux semblaient être deux mariés. Un vieux comte, de la plus ancienne noblesse du pays, fut maintenu à sa place, car la flûte était juste, comme on doit l'être. L'aimable cavalier à qui l'on devait ce jeu de flûte, celui qui était fils de son père, alla droit au poulailler. La terrible flûte. Mais fort heureusement elle se brisa, et s'en fut fini du chacun à sa place. Le jour suivant, on ne parlait plus de tout ce dérangement. Il ne resta qu'une expression proverbiale, ramasser la flûte. Tout était rentré dans l'ancien ordre. Seuls les deux portraits de la gardeuse d'oie et du colporteur pendaient maintenant dans la grande salle, où le vent les avait emportés. Un connaisseur ayant dit qu'ils étaient peints de main de maître, on les restaura. Chacun et chaque chose à sa place. On y vient toujours. L'éternité est longue, plus longue que cette histoire.